Bonjour, chers élèves de 3e. Alors, on va faire un petit Géo-Express pour réviser les principaux thèmes de géographie pour le brevet dans le moins de temps possible. C'est parti. On commence avec les aires urbaines. Sur les aires urbaines, elles sont importantes en géographie parce que 90% de la population française habite dans ces aires urbaines. Les aires urbaines sont formées de 3 ensembles. Une ville-centre, dans lequel on va trouver beaucoup d'activités de services. Quand il s'agit de métropole, à la périphérie de cette ville-centre, on va trouver des CBD. Pour la métropole de Lyon, deuxième métropole de France, ce sera le CBD de Lyon-Part-Dieu, parfois aussi des technopoles. Ensuite, on trouve la banlieue. Dans les banlieues, on va avoir des activités résidentielles dominantes, mais on va aussi avoir des activités de service. Pensez aux infrastructures sportives des grandes villes, par exemple. Et puis, au-delà de la banlieue, on va trouver la couronne périurbaine. Le paysage de la couronne périurbaine est formé de quartiers pavillonnaires, le mot est important, de champs, mais aussi de centres commerciaux. Il faudrait parler sur les aires urbaines des dynamiques. Une dynamique générale à toute la France, c'est la métropolisation, développement des métropoles dans le cadre de la mondialisation. On observe aussi à l'intérieur des villes des dynamiques de gentrification, c'est-à-dire des quartiers populaires qui deviennent des quartiers bourgeois. C'est le cas en particulier dans certaines villes de banlieue. Et on peut penser à nouveau au quartier de Lapardieu à Lyon. Mais on trouve aussi pour les centres-villes des fermetures de centres commerciaux qui sont remplacés par le commerce en ligne, mais aussi les centres commerciaux situés dans la couronne périurbaine, loin. Dernière dynamique, celle de la croissance de la couronne périurbaine. On peut penser à la ville de Givors à Lyon, où les quartiers pavillonnaires se développent. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Comme la ville est grande, les mobilités sont importantes. On a de multiples mobilités en France. Des mobilités en transport en commun, plutôt entre la ville-centre et les banlieues. Des mobilités qu'on va appeler des mobilités douces, la marche à pied, le vélo. Et puis l'utilisation importante de la voiture, en particulier quand on vit dans la couronne périurbaine, ce qui entraîne des pollutions, des nuisances. Couronne périurbaine, son étalement, c'est la disparition des champs, des espaces verts, et l'utilisation de la voiture, c'est des gaz à effet de serre, c'est différentes pollutions. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les aires urbaines. 3 minutes. On passe aux espaces productifs. Les espaces productifs, ce sont des territoires qui sont organisés par différents acteurs. Ils sont plusieurs, des acteurs publics et des acteurs privés pour le développement d'activités économiques qui créent de la richesse. Il y a dans le monde et en France 3 grands types d'espaces productifs. Les espaces agricoles, les espaces industriels, les espaces de services. On va se concentrer ici sur les espaces industriels, c'est-à-dire qui produisent un bien manufacturé, un bien transformé. On va s'intéresser d'abord à un espace industriel qui est dynamique et qui est très intégré dans la mondialisation. C'est l'espace de l'aéronautique dans le technopole Aerospace Valley qui est situé dans la métropole de Toulouse. Pourquoi cet espace est très intégré à la mondialisation? Parce que les Airbus sont vendus dans le monde entier. C'est aujourd'hui le premier fabricant d'avions commerciaux. Les compagnies chiliennes, pour leurs moyens courriers, ont toutes des Airbus. Par ailleurs, pour s'intégrer dans la mondialisation, l'entreprise Airbus a construit des usines en dehors de Toulouse, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais aussi en Chine. Airbus n'est pas la seule entreprise qui fait fabriquer cet espace productif, elle est liée à d'autres entreprises de l'aéronautique. Il ne faudrait pas penser que les espaces industriels français sont tous dynamiques, on a des contrastes et on a notamment des espaces de vieille industrie en reconversion qui sont plutôt situés dans le nord et l'est de la France. On pourra penser à l'industrie textile parce que
cette industrie a été très délocalisée, en particulier vers l'Asie. Dans un dernier temps, sur les espaces productifs, il faut expliquer que les infrastructures de transport sont fondamentales pour leur intégration à l'Europe et au monde. Ces infrastructures de transport sont les ZIP, zones industrielles-portuaires, Le Havre, Marseille, avec les façades maritimes qui permettent des importations, mais aussi des exportations. Les autoroutes et les grandes infrastructures ferroviaires sont aussi importantes. Et les hubs aéroportuaires, centraux pour le tourisme, sont aussi importants pour l'industrie avec le tourisme d'affaires. J'ai terminé sur les espaces productifs en moins de 3 minutes. Je passe aux espaces de faible densité. Les espaces de faible densité, ce sont des espaces qui comptent, j'ai un doute, 30 ou 40% du territoire français, vous vérifierez, c'est là où vous avez à vérifier, et 4% de la population française. Nous allons nous intéresser en particulier aux espaces du Massif central, qui est une moyenne montagne, c'est-à-dire une montagne de moyenne altitude. Dans les espaces de faible densité, l'activité principale est l'activité agricole. Vous pourriez préciser qu'il y a deux types d'agriculture, l'agriculture productive ou intensive et l'agriculture paysanne, qui est plutôt dominante dans les espaces de moyenne montagne. Ces espaces de faible densité connaissent des contraintes en France. Les contraintes sont liées à l'isolement ou à l'enclavement, un manque d'infrastructures pour les relier au reste du pays. Ces contraintes sont aussi une baisse démographique, un déclin démographique, en particulier dans le département de la Lozère, qui s'accompagne d'une disparition de services publics, les écoles, les centres de santé, le courrier avec la poste. Cependant, ces espaces de faible densité connaissent aussi des dynamiques positives grâce à des atouts, et en particulier des atouts liés à la nature, à l'espace et au prix du terrain, plutôt moins cher que dans le reste de la France. On assiste donc dans certains des espaces à faible densité à l'arrivée de nouveaux habitants, que l'on appelle des néo-ruraux, et au développement de nouvelles activités, en particulier les activités de tourisme vert. Pour le développement des espaces à faible densité, l'aménagement du territoire est essentiel avec la construction d'infrastructures de transport. Cet aménagement du territoire, il a pour objectif de réduire les inégalités territoriales entre les espaces de faible densité et les métropoles, par exemple, et aussi de développer l'activité économique de ces espaces. Pour le Massif central, un aménagement essentiel au développement a été la construction d'une autoroute, l'A75, qui relie Clermont-Ferrand à Montpellier et qui passe par le viaduc de Millau. 8 minutes 10, 3 minutes à nouveau. On passe maintenant à l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ce sont l'ensemble des actions qui sont menées par des acteurs publics, État, collectivités territoriales, Union européenne et des acteurs privés, des entreprises, pour réduire les inégalités territoriales, réduire les inégalités sociales et développer la compétitivité économique, développer l'économie. On s'intéresse en particulier à un aménagement, l'A75, et ensuite aux aménagements en France. L'objectif de cette A75, je ne reviens pas beaucoup dessus parce que je l'ai traité dans les espaces de faible densité, c'est de réduire les inégalités entre le Massif central et le reste du pays, parce que le Massif central était moins relié aux grandes métropoles que le reste du pays, il était enclavé, il était isolé. Et c'était aussi de développer des activités économiques dans le Massif central, et en particulier le tourisme. En France, on a de multiples infrastructures de transport qui sont les grands aménagements du territoire. Je les ai cités dans les espaces productifs. Les ZIP, zones industrielles-portuaires, les grandes lignes à grande vitesse, les grandes infrastructures de transport, les grands aéroports qu'on appelle les hubs aéroportuaires, qui sont des aéroports internationaux. Ces infrastructures de transport, elles ont pour objectif d'intégrer la France à l'Union européenne et d'intégrer la France à la mondialisation pour développer son activité économique. J'ai terminé avec l'aménagement du territoire.
Je passe maintenant aux territoires ultramarins. Les territoires ultramarins, ce sont les territoires français qui sont situés en dehors du continent européen. Ce sont principalement des îles, à l'exception de la Guyane. On parle parfois de DROM, départements et régions d'outre-mer. Nous allons nous intéresser aux difficultés et à l'aménagement de ces territoires ultramarins à travers un exemple, Mayotte, et ensuite à une généralisation à l'échelle de la France. Pour Mayotte, Mayotte est une île qui connaît de nombreuses contraintes. Elle est située dans l'océan Indien, elle est isolée à 8000 km de la métropole. Il y a de multiples risques naturels, en particulier des tempêtes. Pensez à la tempête Chibo en 2024. Elle souffre d'un faible développement, 84% de la population est sous le seuil de pauvreté. Et elle connaît une très forte croissance démographique avec des migrations qui viennent des pays voisins beaucoup moins développés, en particulier Madagascar ou les Comores. Mais dans le même temps, l'île de Mayotte a de multiples atouts. Elle est au cœur de l'océan Indien qui lui génère un potentiel touristique important. Quels sont les aménagements qui sont réalisés à Mayotte? Il y a des aménagements pour réduire les inégalités sociales, améliorer la vie des habitants, c'est construire un réseau d'eau potable et c'est détruire les bidonvilles, ces habitations précaires où vit une grande partie de la population de Mayotte. Mais il y a aussi des aménagements pour protéger l'environnement et développer l'activité économique. C'est la création d'un parc naturel marin qui est l'un des plus riches de France en termes de biodiversité. Et c'est aussi l'idée d'agrandir, c'est un projet pour l'instant, agrandir la piste de l'aéroport de Mayotte pour pouvoir avoir plus de vols directs entre Mayotte et Paris, la métropole française, pour développer le tourisme. À l'échelle de la France, les territoires ultramarins ont tous des contraintes, mais sont une grande richesse. Ils permettent à la France d'avoir la deuxième ZEE, zone économique exclusive, le deuxième espace maritime mondial, qui apporte à la France des ressources, donc un potentiel économique, mais aussi qui lui permet d'être une puissance géopolitique et militaire, parce que présente partout dans le monde. Je passe donc maintenant à la puissance. La France est l'Union européenne des puissances. Une puissance, c'est un pays qui a la capacité de rayonner sur d'autres pays. Comment on montre qu'un territoire est une puissance? Eh bien, on va s'intéresser d'abord à l'économie. La France est une puissance économique grâce à ses espaces productifs, agricoles, industriels et touristiques. La France est aussi une puissance culturelle. Son rayonnement culturel, vous le voyez avec la présence du lycée français au Chili et le réseau AEFE. La France est une puissance diplomatique. C'est un pays qui est membre permanent de l'Organisation des Nations Unies depuis 1945. Il n'y en a que 5. La France est une puissance militaire avec l'arme nucléaire qui lui permet d'exercer la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire le fait qu'elle ne sera normalement jamais attaquée, car le pays qui l'attaquerait serait immédiatement détruit. Cependant, la puissance française a des limites. Dans un monde qui est devenu multipolaire, il y a une concurrence de nouveaux pays qu'on appelle des pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en particulier. Et la France, en matière industrielle, connaît aussi une désindustrialisation, on en a parlé, qui entraîne un certain déclin économique. L'Union européenne voit sa puissance, elle reposait aussi sur l'économie. C'est la deuxième économie mondiale, sur la culture de l'Union européenne, sur sa puissance diplomatique, la capacité à diffuser le modèle et des normes démocratiques depuis le traité de Maastricht. Ce n'est pas une puissance militaire, c'est une faiblesse. Et l'Union européenne a aussi des limites à sa puissance, en particulier la critique de cette organisation, ce qu'on appelle l'euroscepticisme, qui a entraîné le Brexit en 2016. J'ai terminé avec le programme de Géographie Express.